Je n'ai jamais senti le soutien américain sincère. Ce sont les mots de l'activiste kurde Hevi Ahmed, qui a exprimé à France 4 le profond sentiment de trahison du peuple kurde de Syrie. Après un début d'année difficile, les Kurdes, anciens alliés clés de Washington contre Daesh, ont affronté l'armée syrienne et subi une lourde défaite. Selon Al Jazeera, lors de la bataille la plus intense depuis la chute de Bachar al-Assad en 2024, les forces gouvernementales ont affronté les forces démocratiques syriennes, principales forces kurdes du pays. À Alep, des dizaines de personnes ont été tuées et plus de 150 000 ont été déplacées, de Sheikh Maksoud et Ashrafia vers les quartiers kurdes d'Alep. Autonomes depuis 10 ans, ces quartiers ont ensuite réellement transformé la Syrie. Forte de cette victoire, l'armée syrienne et ses alliés ont lancé une vaste offensive pour assiéger de larges zones tenues par les forces démocratiques syriennes dans le nord de la Syrie, dont Raqqa, ancienne capitale du califat de l'État islamique. En quelques jours, l'opposition turque s'effondre. Le 20 janvier, le gouvernement syrien annonce un cessez-le-feu en 14 points. Les forces démocratiques syriennes remettraient notamment au gouvernement le contrôle de zones stratégiques, dont les postes frontières et les champs pétroliers et gaziers. L'essentiel est que l'accord laissait seulement 4 jours aux Kurdes pour rejoindre l'armée centrale, ou partir, d'une force belligérante combattant le gouvernement syrien à devenir soldat de ce même gouvernement. Alors, comment en est-on arrivé là ? Comment les Kurdes sont-ils passés du soutien américain à l'un des effondrements militaires majeurs de ces dernières années ? Pourquoi les États-Unis ne sont-ils pas intervenus ? Et quel avenir pour la Syrie ? Mais avant de poursuivre l'épisode d'aujourd'hui, si je puis me permettre, si vous voyagez souvent, vous connaissez la galère des cartes SIM, des files d'attente, des frais d'itinérance ou du Wi-Fi gratuit d'aéroport. Vous vous dites, je ne sais pas, surtout si vous êtes que dans un pays douteux, est-ce que je devrais vraiment me connecter à ça ? Je ne sais pas. J'ai laissé tomber et suis passé à Sally. Leur sponsor, Salej, est une appli eSIM active dans plus de 190 pays. Il suffit de l'installer une fois. Je l'ai utilisé pour la première fois il y a quelques mois. Je suis allé en Afrique du Sud et j'avais déjà utilisé un concurrent sans nom de Salé auparavant. Et c'était comme si vous deviez faire toutes ces étapes bizarres sur votre téléphone pour connecter des trucs, des eSIM et tout ça avec Sally. Je pouvais le comparer directement à l'autre sans nom parce qu'il disait spécifiquement que chaque texte publicitaire ne mentionnait jamais les concurrents. Mais celui-ci est meilleur, Salé est meilleur. Vous entrez, appuyez sur un bouton, ajustez un interrupteur et c'est tout. C'est très facile, inutile de changer de carte SIM à chaque arrivée. C'est tout simplement mieux, prenez-le, essayez-le. C'est aussi vraiment pas cher, ce n'est pas dans les arguments, mais ce n'est pas coûteux, ça vaut le coup d'essayer, vous choisissez simplement un forfait dans l'application et vous êtes en ligne. Abordable, fiable et moins contraignant que d'acheter des cartes SIM locales. Ou devoir gérer le forfait international de votre opérateur, j'ai l'impression que tous les forfaits internationaux des opérateurs, c'est juste pour vous arnaquer. C'est comme « Bonjour, en ce moment, vous pouvez obtenir un pourcentage de réduction sur votre forfait Salej avec le code Warfront sur salej.com/warfront ». Encore une fois, c'est le code Warfront, alors allez voir. Merci à Salé de sponsoriser, vous les remercierez aussi en découvrant à quel point c'est fantastique. Retour à l'épisode. Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre la situation actuelle, mentionnons d'abord quelques faits clés sur les Kurdes. Présents depuis des générations aux frontières nord de la Syrie, ils forment l'une des principales minorités ethniques d'un État qui les a longtemps marginalisés et niés. Le gouvernement syrien a nié l'identité kurde, interdit leur langue dans les écoles et la vie publique, et retiré la citoyenneté de plus de 120 000 Kurdes en 1962, les rendant apatrides. La marginalisation a tout influencé par la suite. Lors de la guerre civile syrienne, en 2011, les Kurdes ont saisi l'opportunité laissée par le retrait des forces gouvernementales des zones kurdes. Ailleurs, les milices kurdes sont intervenues et ont pris le contrôle, heureuses de combler le vide laissé par le gouvernement. L'experte du Moyen-Orient, Caroline Rowlands, a soutenu que Assad a retiré ses forces des zones kurdes et accordé la citoyenneté à plus de 100 000 Kurdes pour les éloigner de la guerre civile. Quelle que soit la motivation, le résultat est le même. Les milices kurdes ont fini par contrôler de vastes étendues de territoire, la plus importante étant les unités de protection du peuple, également connues sous leur acronyme kurde Unité de protection du peuple. Les Kurdes ont vite créé Riyava, région autonome autoproclamée au nord-est de la Syrie. Basée sur le confédéralisme démocratique, une idéologie axée sur la décentralisation, l'égalité des sexes et la gouvernance locale par démocratie directe. Ici, nous simplifions des années d'histoire, de motivation et de relations complexes. Mais l'essentiel à retenir est que,
La création de Rojava a mis les Kurdes sur une trajectoire de collision directe avec plusieurs acteurs, dont le principal était la Turquie. Cela s'explique car les unités de protection du peuple gardent des liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan en insurrection contre Ankara depuis des décennies. Les liens étaient si étroits que l'idéologie sous-jacente à Rojava était fondée sur les idées défendues par le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan emprisonné, Abdullah Öcalan. Cela explique pourquoi, pour la Turquie, les unités de protection du peuple et les groupes kurdes affiliés étaient les considérés comme rien de plus que la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan. Ce lien allait s'avérer toxique. La Turquie refuse toute zone autonome kurde à sa frontière sud, considérant cela comme une menace pour sa sécurité nationale et un refuge potentiel pour le Parti des travailleurs du Kurdistan. Pour la Turquie, tout progrès des Kurdes syriens renforçait le Parti des travailleurs du Kurdistan. Depuis 2016, les forces turques bombardent les positions kurdes dans le nord de la Syrie, Ankara menaçant souvent une intervention militaire majeure pour écraser ce qu'elle jugeait une menace terroriste. Puis Daesh est arrivé en 2014 proclamant un califat en Syrie et en Irak et commettant des atrocités. À grande échelle, les Kurdes sont devenus la force la plus efficace au sol. Le siège de Kobané fin 2014 a marqué un tournant. Daesh a encerclé la ville, prêt à l'envahir, mais les combattants kurdes ont résisté lors de combats urbains violents. Les États-Unis, cherchant des alliés fiables en Syrie, ont offert un soutien aérien et des armes. En 2015, les unités de protection du peuple ont rejoint d'autres groupes pour créer les Forces démocratiques syriennes. Le groupe, dirigé par des Kurdes, comptait selon les Américains 50% de combattants arabes. L'objectif déclaré des forces démocratiques syriennes était de vaincre Daesh, et ils l'ont fait avec une efficacité dévastatrice au cours des 4 années suivantes. Les forces démocratiques syriennes, aidées par l'aviation et les forces spéciales américaines, ont expulsé Daesh de ses bastions. Ils ont capturé Raqqa en 2017 après une bataille acharnée de 4 mois qui a réduit une grande partie de la ville en ruine. En 2019, les forces démocratiques syriennes avaient éliminé Daesh en tant qu'entité territoriale en Syrie, bien que le groupe ait continué à mener une insurrection en chemin. Les forces démocratiques syriennes contrôlent les principales zones riches en ressources de Syrie, dont les champs pétrolifères de Deir ez-Zor et les terres agricoles de l'Euphrate. Ils ont également assumé la responsabilité de garder des milliers de prisonniers de Daesh et leurs familles dans d'immenses camps de détention. Un fardeau qui deviendrait un point de pression majeur lors des négociations ultérieures. Malgré leur rôle important dans la lutte contre Daesh, les forces démocratiques syriennes n'ont jamais bénéficié du soutien inconditionnel de l'oncle Sam. Au fil de plusieurs administrations, Washington a clairement indiqué que la relation avec les Kurdes était temporaire, tactique et transactionnelle, selon André Tabler, chercheur à l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient. Washington a choisi cette posture pour éviter de contrarier la Turquie, un allié important de l'OTAN, et pour éviter de s'ingérer dans les affaires intérieures syriennes plus que nécessaires. Il y a aussi le fait que l'Amérique était attachée à l'idée d'une Syrie unifiée après Assad, une Syrie unifiée qui est actuellement en train d'être construite par le président Ahmed al-Shara, également connu sous son nom de guerre Abu Mohamed al-Joulani. Al-Shara s'est rapidement imposé comme le nouveau dirigeant de la Syrie après avoir dirigé Hayat Tahrir. Hayat Tahrir al-Sham, l'une des plus puissantes factions rebelles, a vaincu Assad fin 2024. La Turquie, soutien des rebelles, pouvait désormais collaborer avec le nouveau gouvernement syrien pour ses objectifs. Non seulement ils étaient alliés en temps de guerre, mais ils partageaient également un intérêt commun à mettre fin à l'autonomie kurde, même si c'était pour des raisons très différentes. Nous avons déjà mentionné le principal motif d'Ankara, la sécurité nationale. Pour al-Shara, c'était à la fois le désir d'avoir un meilleur accès aux ressources pétrolières et gazières et la volonté de placer le pays sous une direction unifiée et centralisée. C'est dans ce contexte qu'ont eu lieu les événements de 25. Après des affrontements entre forces turques et forces démocratiques syriennes, al-Shara et le commandant forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi, ont signé l'accord du 10 mars, soutenu par les États-Unis. Cet accord a instauré un cessez-le-feu et assuré l'intégration des institutions civiles et militaires des forces démocratiques syriennes à l'État d'ici la fin de l'année. 2 points essentiels concernant cet accord, il ne précisait pas comment les forces démocratiques syriennes seraient intégrées à l'armée nationale. Les forces démocratiques syriennes souhaitaient intégrer l'armée syrienne comme bloc autonome, gardant leur organisation et des chefs kurdes aux postes clés. Damas a insisté sur des interrogatoires individuels, ce qui aurait dissous les forces démocratiques syriennes en tant que forces distinctes. Aucun des 2 camps n'a cédé. L'accord a été signé durant l'une des périodes les plus controversées de la Syrie post-Assad. Les forces d'al-Shara avaient participé au massacre brutal de civils alaouites, une minorité qui soutenait Assad. Aaron Lund, chercheur chez Century International, a expliqué à Reuters qu'al-Shara, en position de faiblesse, devait conclure un accord garantissant le respect des droits des minorités.
Cela expliquerait pourquoi Al-Shara a accepté malgré les désaccords. Malgré l'accord, les forces démocratiques syriennes et l'armée syrienne ont passé la plupart des 25 années suivantes à se battre, s'accusant mutuellement de violer le cessez-le-feu. Peu de progrès ont été faits pour appliquer l'accord du 10 mars. Puis le 6 janvier est arrivé. Et comme cela devient une sorte de schéma pour ce mois-ci, tout a dégénéré. Et avant que nous n'entrions dans toutes les façons dont cela a dégénéré. Petite parenthèse pour évoquer quelque chose de bien moins infernal, certains diraient même merveilleux. Je l'admets, j'en suis partiellement responsable. Frantzco est notre service d'abonnement, les spectateurs de notre chaîne principale apprécient et en veulent davantage. Pour 5 $ par mois, accédez à 2 articles d'experts et 2 à 3 vidéos exclusives par semaine. Et je dis entre 2 et 3, parce qu'au début, c'était seulement 2. Mais le monde a été tellement fou que nous avons fini par faire des vidéos explicatives supplémentaires chaque semaine. Jusqu'à présent sur le Venezuela, sur l'Iran, et aujourd'hui nous en publions une sur le Groenland. De rien. En ce moment, je passe plus de temps dans mon studio qu'avec ma famille. Merci de me rappeler que le monde est fou dans les commentaires. Pour 5 $ par mois, vous recevez 2 ou 3 vidéos exclusives par semaine et d'autres bonus sympas. Merci de votre soutien. Stockholm. À présent, retour sur la récente flambée de folie en Syrie. Effondrement. Nous avons dit en introduction que les forces démocratiques syriennes s'étaient effondrées sur le champ de bataille, mais ce terme ne reflète pas vraiment la réalité. En quelques jours, le gouvernement syrien est passé de combattre les Kurdes à leur imposer un cessez-le-feu très favorable à Damas. Un tel effondrement n'avait pas eu lieu depuis la dislocation de l'armée d'Assad face à l'avancée d'Al-Shara. Cela pose la question. Comment les forces démocratiques syriennes, après avoir combattu Daesh, ont-elles été vaincues si vite? D'abord la Turquie. Des sources de l'Observatoire syrien des droits de l'homme ont signalé que des drones turcs Akonchi, utilisés pour reconnaissance ou attaque, ont été vus survolant Alep. Avant la frappe syrienne, le rapport a été confirmé par des combattants forces démocratiques syriennes à Reuters sur une frappe de drones turcs à Osaka. Les forces turques ont nié, qualifiant le rapport de faux. La Turquie nie toute implication directe, tout en reconnaissant des frappes contre les forces démocratiques syriennes. Cela aurait remis en cause l'idée d'une affaire strictement syrienne, risquant des critiques internationales et compliquant la position diplomatique d'Ankara. La Turquie souhaitait surtout que le gouvernement d'Al-Shara montre qu'il contrôle son territoire sans intervention étrangère. Une opération syrienne est simplement plus légitime qu'une turque. Ce démenti n'efface pas que plusieurs témoins ont vu des drones turcs sur les zones kurdes lors de l'offensive. Cela n'efface pas non plus que la Turquie a utilisé des drones contre les Kurdes. Donc tout cela, pris ensemble, semblerait indiquer, au strict minimum, que la Turquie a joué un rôle sur le champ de bataille dans cette mission. Deuxièmement, les États-Unis. Comme nous l'avons mentionné dans un chapitre précédent, Washington considérait son alliance avec les Kurdes comme un arrangement purement temporaire pour combattre l'État islamique. Après la menace, la relation cesserait. Tom Barak, envoyé spécial américain pour la Syrie, a confirmé que le rôle des forces démocratiques syriennes était presque terminé. Après la défaite de l'État islamique, le gouvernement syrien était prêt à reprendre les responsabilités en matière de sécurité. Cette réflexion a poussé Washington à autoriser la mission après avoir été informé par le gouvernement syrien, selon Reuters. Lors de réunions de haut niveau à Damas, Paris et en Irak ce mois-ci, le gouvernement syrien a obtenu l'accord d'Israël. Auparavant, accusé de soutenir les forces démocratiques syriennes, c'est sans doute pourquoi les États-Unis n'ont pas réagi aux attaques. Leurs priorités ont évolué de la collaboration avec les Kurdes à un partenariat avec Al-Shara, jugé plus souhaitable à long terme. Ou du moins un partenaire plus apte à maintenir la Syrie unie. Si les acteurs internationaux ont contribué à la défaite des Kurdes, le coup le plus dur est venu de l'intérieur. Les partenaires tribaux arabes des forces démocratiques syriennes représentant 50% de la milice ont quitté les Kurdes dans plusieurs villes. Les combattants arabes ont soit rallié le gouvernement syrien, soit abandonné leur poste. Des chefs tribaux arabes dans les zones forces démocratiques syriennes ont dit à Reuters qu'ils prendraient dans les armes contre les Kurdes si Damas leur donnait. Cable News Network a rapporté que l'avancée des forces syriennes a été saluée par les résidents arabes, qui ont renversé des statues kurdes et célébré dans les rues. Mohamed Kaloussi, résident de Tabkar, a dit à Reuters que les habitants attendaient devant l'armée, pour éliminer la bande kurde que tout le monde critiquait selon ses propos. Cet abandon massif des alliés arabes montrait le ressentiment croissant envers les Kurdes depuis des années.
Faris Warran, maître de conférence à l'université de Princeton, a évoqué ce ressentiment dans un article pour New Lines, l'associant à des problèmes structurels, la façon dont les forces démocratiques syriennes administraient les zones arabes. Bien que l'administration kurde adopte officiellement le confédéralisme démocratique, le pouvoir réel était aux mains des agents du Parti des travailleurs du Kurdistan appelé Kadros. Ces responsables, souvent étrangers de Turquie et d'Irak plutôt que syriens, formaient une autorité parallèle surpassant les conseils locaux et les chefs militaires. À Deir al-Zor, les chefs tribaux arabes avaient des titres sans réelle autorité ni contrôle sur la sécurité et le pétrole. Deux grandes questions locales restaient aux mains des Kadros, instaurant ce que Zwiran appelait un calme imposé, non un consentement réel. Les Arabes voyaient l'administration comme une domination minoritaire source de corruption et de marginalisation, non comme un partenaire d'autogouvernance. Pris ensemble, ces facteurs montrent une force combattante ayant perdu tous ses piliers, luttant désespérément contre l'effondrement. Aucune milice, aussi aguerrie soit-elle, ne peut survivre lorsque son principal soutien se retire. Une puissance régionale soutient l'ennemi par renseignement et puissance de feu, tandis que la moitié de ses forces rejoint l'autre camp. Aucune milice, aussi aguerrie soit-elle, ne peut survivre lorsque son principal soutien se retire. Une puissance régionale fournit du renseignement et de la puissance de feu à l'ennemi, et la moitié de sa force combattante fait défection pour rejoindre l'autre camp. Il ne faut donc pas s'étonner que les Kurdes se soient effondrés. La vraie surprise, c'est pourquoi cela n'est-il pas arrivé plus tôt ? Que va-t-il se passer maintenant ? Et cela nous amène à notre dernière question aujourd'hui. Quelle est la suite pour la Syrie ? Eh bien, commençons par l'éléphant lourdement armé dans la pièce. Les forces démocratiques syriennes détenaient environ 10 000 combattants de Daesh dans des prisons du nord-est syrien. Après leur effondrement, la sécurité de ces sites a aussi chuté. Le ministère syrien de l'Intérieur rapporte qu'environ 120 détenus de Daesh se sont évadés de la prison de Shadadi pendant les combats. Les Américains contestent que 81 aient été repris et affirment que 200 combattants de Daesh se sont évadés. L'écart d'environ 180 combattants, autant que Damas dit avoir repris, montre le problème du transfert des prisonniers de Daesh au gouvernement syrien. Damas n'a ni l'infrastructure, ni le personnel, ni le savoir-faire pour sécuriser ces centres aussi efficacement que les forces démocratiques syriennes. C'est pourquoi les responsables américains ont annoncé qu'ils allaient en transférer les prisonniers de Daesh de la Syrie vers l'Irak. Les responsables estiment que jusqu'à 7000 détenus de Daesh pourraient en être transférés dans des centres de détention irakiens. Charles Lister, chercheur à l'Institut du Moyen-Orient à Washington, a dit au National que le transfert des prisonniers en Irak révélait la faible confiance des États-Unis dans le cessez-le-feu entre Damas et les forces démocratiques syriennes. Comme l'a noté Tanja Goldzosian dans Le Monde diplomatique, l'espoir d'une région syrienne kurde autonome semble terminé pour les Kurdes. L'espoir a laissé place à une profonde trahison devant la rapidité avec laquelle les Américains les ont abandonnés après des années de combats communs. En plus de la déception, les Kurdes ressentent de la peur, car la violence à Alep montre comment le gouvernement d'Al-Shara traite les groupes opposés à l'intégration. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a signalé l'exécution de 4 jeunes Kurdes à Raqqa par des tribus pro-gouvernementales, ainsi qu'à Ashrafai, Alep. 2 employés hospitaliers auraient été exécutés lors de l'entrée des forces gouvernementales dans le quartier. Cette peur ne touche pas que les Kurdes. Comme dit précédemment, le gouvernement syrien a participé au massacre brutal de civils alaouites, autre minorité du pays. Ce schéma interroge sur la Syrie qu'Al-Shara construit. Damas a souvent promis de respecter les droits des minorités et de bâtir un État inclusif, en reconnaissant notamment les droits culturels et linguistiques des Turcs. Il existe un fossé évident entre les actions du gouvernement et sa rhétorique, et si ce fossé continue de se creuser. Si les minorités syriennes ne se sentent pas en sécurité, la Syrie a juste remplacé un dictateur par un autre. Et ce serait vraiment dommage parce que Al-Shara reviendrait sur la promesse que la Syrie avait faite au monde lorsqu'Al-Assad a été évincé, à savoir que les jours sombres étaient derrière Damas. Dans une interview exclusive à War France, Tamaradzi Fakouri, professeur de politique internationale à la Fletcher School de l'université Tufts, a déclaré cela. La façon dont le gouvernement traitera les Kurdes après l'accord de paix révélera son attitude envers les minorités dans la Syrie d'après-guerre. Cela suscitera l'espoir d'un État unifié accueillant toutes ces communautés ou ravivera la crainte d'une reconsolidation autoritaire. Nous espérons pour le peuple syrien qui a tant souffert que ce n'est qu'un début difficile. Avec le temps, Al-Shara montrera que son idée d'unité n'exige pas plus de sang. Merci de nous avoir suivis.